Salut à tous, bienvenue dans Service Action, le balado le plus cyber du jeu. Effectivement, il n'y a pas eu d'épisode pendant 4 mois. J'ai fait d'autres projets, mais là c'est le grand retour. Et cet été, je vais peut-être pouvoir faire d'autres épisodes. Donc là, on est dans l'épisode 11 de la saison 1 et on va parler du panorama de la sécurité de GitHub Action. Avant toute chose, on va commencer par un petit point vocabulaire parce que vous savez que dans ce balado, on tient à utiliser des termes français et éviter les anglicismes. Et donc on va utiliser IC pour intégration continue, qui est la version française de CI pour Continuous Integration, DC pour déploiement continu, l'équivalent de CD pour Continuous Deployment. GitHub Action, qu'est-ce que c'est aussi? Il faut le définir. C'est le nom de l'outil du coup d'ICDC qui est intégré à GitHub comme alternative. Donc ceux qui utilisent GitLab par exemple, ils connaissent GitLab CI. Avant qu'il y ait GitHub Action sur GitHub, les gens utilisaient plutôt des outils externes comme Circle CI ou Travis ou des choses comme ça. Donc c'est ce qui vient remplacer ça, enfin qui est disponible en tout cas par défaut et qui est déjà intégré. Donc après, on va utiliser les termes de ECD pour exécution de code à distance. Donc ça, c'est plus pour les gens qui liront les notes qui sont attachées au balado. L'équivalent de RCE, Remote Code Execution. Après, je me suis laissé aller sur les petits mots valises, comme par exemple Fusio demande pour les demandes de fusion d'un changement de code dans un dépôt Git. Donc c'est merge request en anglais. Euh, Et puis tube ou bitoduc, qui est un conduit qui transporte des bits, un pipeline en anglais. Bon, maintenant je vais citer les sources. Comme référence pour cet épisode, je me suis basé sur deux séries d'articles. Une série de 3 articles de Synactive, donc qui est principalement en fait l'épisode que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est principalement une retranscription en audio et en français des différents articles en anglais. Donc bien sûr, dans leur article, il y a beaucoup plus d'exemples de code, etc. Moi, je vais survoler un petit peu plus, que ça soit digeste à l'audio. Et puis j'ai complété ça aussi avec une série de 2 articles de Legit Security qui eux s'appliquaient à des cas beaucoup plus particuliers euh, d'attaque sur GitHub Action. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, peu importe la plateforme où vous écoutez cet épisode, il y a une description. Et dans la description, vous allez retrouver le lien vers en fait un billet de blog où il y a toutes les notes, donc avec la retranscription écrite de ce que je vous dis et avec les liens des articles en référence que vous pourrez aller lire pour creuser le sujet un petit peu plus. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec la première partie. Donc on va découper ça en 3 parties. Une première partie avec un aperçu global de ce que c'est GitHub Action et de qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu pour aller titiller ça. Une deuxième partie avec des exemples de cas réels dans des vrais projets, dans des gros projets qui ont fait que par exemple, exécuter du code dans leur GitHub Action. Et une troisième partie qui est la partie 3, qui est la partie 3 sans plus de précision. Donc ça sera un petit peu la surprise. Donc dans cette partie 1, bon bah dans les articles de Synactive, il y a une introduction sur qu'est-ce que c'est GitHub Action, etc. Mais on va passer. Après, il parle des contextes GitHub et donc du coup des contextes. Donc c'est un élément dans GitHub Action. Et quels contextes peuvent être intéressants pour un attaquant. Donc par exemple, donc les contextes en gros, c'est les espèces de nœuds qu'on va pouvoir appeler dans le moteur de modèle. Donc il y a par exemple env évidemment pour accéder aux variables d'environnement, secrets pour accéder aux secrets,
GitHub pour accéder de manière plus générique à des points internes de GitHub Action. Step pour Steps pluriel pour accéder à tous les éléments qui sont propres aux différentes étapes qu'on peut avoir dans, dans son, dans son CI, CD. Needs, etc. Donc de toute façon après on va voir justement un petit peu des exemples de comment abuser d'un certain nombre de choses. Euh, et donc par exemple il montre des exemples d'exécution de code à distance. Par exemple si on a un modèle qui exécute github.event.issue.title, donc en fait qui va finalement est censé afficher le titre d'une issue, mais que en fait nous on a créé une issue et que dedans on a mis dollar entre parenthèses ID, et bah du coup quand il va y avoir le modèle qui va évaluer GitHub Event Issue Title, et bah il va exécuter notre commande ID. Donc voilà, donc ça c'est un cas un petit peu trivial, mais qui est important de rappeler. Euh, donc après, dans l'article, bon, ils expliquent un peu ce que c'est les différents secrets GitHub, etc. Après, ils expliquent les permissions des flux de travail. Donc, par exemple, on va retrouver github.token ou secrets.github.token qui servent du coup à accéder au jeton qui permet d'avoir l'exécution. Donc c'est le jeton d'authentification qui est spécifique à chaque tâche. Par défaut, en fait, ce jeton-là, il est, il a accès que en lecture seule au debug kit, qui lui permet du coup de lire le code pour faire les différentes tâches qu'il va y avoir après. Mais en fait, avant 2022, c'était intéressant parce que du coup, le jeton, il avait aussi le droit d'écriture par défaut. Donc c'était un petit peu plus facile pour faire des bêtises. Mais du coup, depuis 2022, il n'y a plus que lecture seule par défaut. Par défaut, après, il peut être configuré autrement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le changement, il n'a pas été forcé. Donc c'est-à-dire que toutes les organisations, donc tous les espaces de nommage avec des dépôts et tout ça, qui ont été créés avant cette date, donc avant 2022, du coup, ils ont toujours bah, le droit d'écriture en fait par défaut. Donc ça a pas le changement, il n'a pas été forcé en 2022. Donc ça veut dire que en fait, toutes les organisations qui sont plus anciennes que 2022, en fait, par défaut, dans leur dépôt, etc., ils auront toujours des jetons d'accès qui auront le droit d'écriture. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, la plupart des gros projets, etc., sont anciens et datent d'avant 2022. Donc c'est intéressant à savoir. Et évidemment, après, c'est par défaut parce qu'après, on peut créer des jetons manuellement avec des droits beaucoup plus granulaires pour donner l'accès en lecture ou en écriture que à certains éléments beaucoup plus précis que plutôt que ça soit hérité sur tous les attributs que le jeton il peut avoir. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans les détails de ça. Après, dans la suite de l'article, ils expliquent un certain nombre d'éléments autour des nouveaux contributeurs et de sécurité qui ont été mis en place, etc. Donc, à savoir que par défaut, pour tous les flux de travail qui sont déclenchés par des fusions-demandes de nouveaux contributeurs externes, du coup, à l'organisation, à l'entreprise, etc. euh, sur des dépôts qui sont publics, et ben en fait, on va demander une approbation avant que le flux de travail il s'exécute et qu'il exécute toutes les tâches qu'il y a d'exécuter automatiquement. Après, donc du coup, c'est ce que vous voyez des fois sur certains dépôts quand vous arrivez, où ça va être marqué que en gros le flux de travail il est mis en pause
et que on attend la validation d'un propriétaire du code ou d'un membre de l'organisation que déjà il soit exécuté. Mais bon, ça c'est hyper facile à contourner. Parce qu'en fait, vous faites une première contribution ou vous faites une fusion de demande, machin, etc. Donc là, il sera bloqué. Et puis, bah, en fait, tout de suite après, derrière, vous en faites une deuxième. Et du coup, vous ne serez plus premier contributeur parce que ça sera déjà votre deuxième contribution. Et puis, c'est dans la deuxième que vous ferez le truc malveillant. Donc bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu anecdotique comme protection. Après, évidemment, bien sûr, manuellement, une organisation qui voudrait durcir un petit peu, elle pourrait configurer que tous les gens qui sont des membres externes à l'organisation doivent valider leur contribution ou enfin, je sais pas, des choses comme ça. Euh, et après, en fait, dans ce premier article, il parle un peu de toutes les valeurs, de tous les événements qui peuvent permettre le déclenchement des flux de travail. Donc, par exemple, et de ceux qui sont intéressants et qu'on pourrait un petit peu abuser. Donc par exemple, il y a l'événement push. Bon, c'est quand on pousse du code sur le dépôt Git, mais ça c'est pas très intéressant pour un attaquant parce que du coup, ça veut dire qu'on aurait déjà la possibilité, on aurait déjà un accès en écriture sur le dépôt, on aurait déjà la possibilité de pousser du code. Donc si on en est là, on n'est plus en train d'essayer de compromettre, de compromettre les tubes d'intégration continue, quoi. Euh, Après, bah, on a des événements plus intéressants, comme l'événement pull request. Euh, donc, bah, par exemple, pour cet événement, il y a des sécurités par défaut. Donc, en fait, par exemple, la variable GitHub token qu'on a vu avant, là, qui est le jeton d'authentification, euh, bah, il est pas accessible directement via pull request. Euh, Et en fait, c'est plutôt, pardon, que ce jeton-là, il va avoir des droits limités. Donc, il peut pas avoir de droit en écriture. Donc, même si on est dans une organisation qui est où le jeton par défaut, normalement, il a les droits d'écriture et tout ça. Bah là, malgré ça, du coup, quand la tâche elle a été déclenchée via enfin plutôt le flux de travail a été déclenché par l'événement pull request, et bah le jeton d'authentification, il n'aura pas les droits d'écriture, donc que les droits de lecture. Sinon, ça serait beaucoup trop facile de tout ce qui peut découler de pull request que pour que des personnes externes en fait elles puissent modifier le code source du projet. Il suffirait de créer une fusion demande et puis avec les droits d'écriture d'aller modifier le code, etc. Donc enfin il y aurait beaucoup trop de GitHub Action qui serait vulnérable, donc ils ont mis cette sécurité-là par défaut. Par contre, après, il y a un autre événement comme Pull Request Target euh, qui survient aussi en fait, qui survient lors de toutes les activités qui sont connexes à une fusion demande. Donc, par exemple, quand la branche elle a été mise à jour. Donc en fait, par exemple, vous faites un commit, vous faites votre fusion demande, etc. Et puis après, vous dites, bah tiens, en fait, je vais faire d'autres modifs, etc. Et donc sur cette branche-là, vous continuez à pousser d'autres commits. Et donc, bah, en fait, l'événement pull request target, il peut être déclenché à chaque fois que du coup la branche elle a été mise à jour, puisque vous avez fait des nouveaux commits dans la fusion demande. Et bah celle-là, elle est pas protégée ou quoi, et elle a accès du coup en écriture, au code et tout ça, et elle a aussi accès au secret. Donc là, du coup, si on a des GitHub Actions vulnérables qui sont déclenchées par cet événement-là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Après, on a un autre événement qui est Workflow Run. Donc, c'est quand un flux de travail, il est demandé en cours ou il est complété.
Donc ça va permettre de pouvoir écrire des conditions. Est-ce que tel flux de travail il est en cours d'exécution, alors exécute ça, ou alors exécute ça une fois que tel flux de travail il est terminé, etc., etc. Et cetera. Et du coup, en fait, bon, on verra par la suite, mais du coup, ça permet d'enchaîner plusieurs flux de travail les uns à la suite des autres. Et donc, pour cet événement-là, Workflow Run, il hérite pas des droits. Donc, en fait, enfin, le flux de travail qui sera exécuté suite à un autre flux de travail, il héritera pas des droits. Euh, et le flux de travail fils, celui qu'on va définir du coup dans Workflow Run, euh, lui, il est privilégié. Donc, il a les droits d'écriture et accès au secret. Donc, ça veut dire que du coup, même si on a un flux parent qui a des droits restreints, etc., celui qui est appelé dans Workflow Run, et lui, il sera beaucoup plus privilégié. Donc, par exemple, on peut avoir des vulnérabilités avec l'action qui s'appelle action checkout V2. Et qu'on combinerait par exemple après, donc ça va juste faire un git checkout hein, finalement sur un dépôt, donc pour aller se mettre au bon commit, etc. En général le dernier. Mais en fait, du coup, il y a des options, on peut spécifier une référence, donc pour dire ah bah tiens, je veux que tu ailles plutôt sur un autre commit ou un truc comme ça. Donc souvent en fait, on va retrouver ref de points exécution de modèle là avec github.event.workflowrun.add chat. Donc en fait, ça va être le, le, le haché SHA-1 qui correspond au GitHub Head, donc en gros le dernier commit qui est disponible bah, du coup dans le flux de travail. Donc en fait, si on a ça, on a ce cas de figure là. On va se baser du coup sur le commit qui a déclenché le flux de travail. Et on peut du coup exécuter le, le code de l'attaquant. Par exemple, si dans une des étapes qui suit après, on exécute la commande npm run et puis un script perso, etc. Bah en fait dans sa fusion de demande, il suffit de faire un commit qui va aller modifier le fichier package.json. Et du coup, on va modifier le nœud dedans script et puis script perso. On va mettre sa commande malveillante pour faire une exécution de commande à distance. Et puis bah du coup, quand on va arriver à l'action checkout v2, qui va faire un checkout sur le dernier commit qu'il y a dans notre fichier de demande, et bah du coup tout le reste, les étapes suivantes, elles vont être basées sur la structure de fichier qu'il y aura voilà, dans cet état-là. Et donc quand la commande npm run script perso elle va être exécutée, et bah, en fait, elle va se baser sur le fichier package JSON qu'on aura nous modifié et où du coup dedans on aura défini, changé la commande script perso avec notre commande malveillante dedans. Et donc du coup on aura réussi à exécuter du code dans GitHub Action. Euh, Et aussi après, du coup, ça parle bah, de tout ce qui est autour du téléchargement d'artefacts. Donc, les artefacts, c'est un peu n'importe quoi, des éléments, des fichiers, bah, par exemple, qu'on va stocker suite à une étape, s'en servir pour faire quelque chose d'autre dans une autre étape, ou dans un autre flux de travail, etc. Donc, en fait, on peut voir ça un peu comme un espèce d'espace de, de fichiers temporaires. Et donc, bah, par exemple, s'il y a une étape qui va exécuter des commandes à partir d'un fichier, et que dans l'étape précédente, on peut contrôler ce qui va se passer dans les artefacts, bon, on peut peut-être réécrire par-dessus un des fichiers dans une des étapes précédentes qui va être exécutée après dans une des étapes suivantes, etc.
Donc bon, là de toute façon, on va pas rentrer dans les détails parce que justement, ça va être l'objet en fait de la partie 2 de voir des exemples de cas réels dans des gros projets. Donc pour commencer, donc dans cette deuxième partie avec les exemples de cas réels, on va avoir deux grosses catégories. La première catégorie qui est l'injection d'expression. Et du coup un petit peu tous les éléments qui sont contrôlables par un attaquant. Et après, on va voir un petit peu toutes les bascules Git dangereuses, donc quand on peut abuser du coup des commandes Git checkout. Donc pour débuter, du coup, les injections d'expression. Donc bon, c'est intéressant, ils essayent de donner dans l'article de manière exhaustive, en fait, toutes les expressions qui pourraient être contrôlables par un attaquant. Donc par exemple, GitHub Event Issue Title Body, donc en fait tout ce qui va être le titre ou le corps d'une issue, parce que en fait publiquement on peut aller ouvrir des tickets comme ça gratuitement et du coup contrôler le corps du message et le titre, etc. Après, il va y avoir github.event.pull_request title et body, donc c'est pareil, les fusions de demande, on peut contrôler le corps, le titre, en faire autant qu'on veut sur tous les repos publics. Il va y avoir GitHub Event comment review point body, donc c'est pareil, on peut faire des revues de code ou des commentaires un petit peu partout, et du coup on maîtrise ce qui est écrit dans le corps du message. Donc tout ça c'est un petit peu intuitif, c'est un peu trivial. Après il y a d'autres éléments comme GitHub Event commit étoile et tout ce qui va être message, donc pareil. On peut des fois contrôler les messages d'un commit, par exemple, si on fusionne une de nos demandes, etc. Après, il y a GitHub Events Commit Author Email Name. Donc là, c'est pareil, mais au lieu que ça soit le message du commit, ça va être notre nom, notre adresse de courriel. Tout ce qui va être en V-toile, donc pour contrôler donc, l'environnement, etc., etc. Après, ils en donnent plein d'autres. Donc tout ce qu'on pourrait potentiellement contrôler. Et après, du coup, il donne des exemples d'abus. Donc, un premier exemple dans le projet Apache Superset. Donc, en gros, ils ont un flux de travail qui utilise comme événement issue comment. Et après, où ils font une évaluation de modèle sur GitHub Event Comment Body. Donc, ça veut dire que le workflow il sera déclenché à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire. Euh, et après, ils vont exécuter un truc qui est basé sur le corps d'un commentaire, donc évidemment facile de faire de l'exécution de code à distance. Il suffit d'ouvrir enfin d'écrire un commentaire dans un ticket ou dans une file de demande et puis ça va être exécuté directement. Donc là, c'est un cas assez simple. Après, dans un autre dépôt, un très gros repo qui a des dizaines de milliers d'étoiles, qui est AutoGPT. Donc là, on a un événement pull request target, donc qui est tous les événements qui sont liés au pull request, mais pas une pull request directement. Euh, euh, qui est du coup la version qui est privilégiée, hein, comme si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il va y avoir plusieurs plusieurs branches qui vont être suivies. Et donc du coup, s'il y a des fuseaux de demande sur ces branches-là, ça va déclencher le flux de travail. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont appeler GitHub Event Pull Request Headref et qui va être concaténé dans un script bash. Euh, et donc, en fait, il va tout simplement en fait, pour abuser de ça, en fait, il va tout simplement falloir faire une fusio demande où en fait la branche alors je sais plus si c'est
la branche qu'il y a sur la fourche ou si c'est la branche qu'il y a sur le qu'on cible sur la physio-demande. Mais du coup, il suffit de nommer sa branche entre crochet, écho, virgule, et puis la commande qu'on veut. Donc par exemple, ID en bas 64, euh, tube barre oblique, bas 64 moins D, tube bash moins I. Donc en fait on va afficher un truc en bas 64, le décoder et rediriger cette sortie-là dans un shell bash et puis afficher le résultat. Et donc cet enchaînement du coup de commandes, ça va être le nom de notre branche. Et du coup bah ça va. Donc oui, c'est la branche que nous on a nommée dans notre fourche, puisque de toute façon sur les branches du projet, il y a justement une liste blanche des branches qui vont être suivies. Après, on a un autre exemple avec sur le projet Ant Design, donc, qui est un truc Java, un gros projet Java. On va avoir un flux de travail qui va être déclenché avec l'événement Workflow Run. Et derrière, on va avoir euh, un appel à l'action checkout V4 et l'utilisation d'une autre action qui s'appelle action qui est très populaire, action download artifact V2. Euh, et du coup, il va y avoir un fichier JavaScript d'exécuter. Donc, il nous suffit du coup de créer un flux de travail avec le même nom que celui qui est référencé dans Workflow Run. euh, et du coup, dans le flux de travail que nous, on va créer, euh, on va, on va utiliser une autre action, finalement, qui est upload artifact. Et du coup, bah, en fait, après, quand action download artifact il va être exécuté et qui va après exécuter en fait le fichier JavaScript qui va être récupéré via action download artifact. Bah, nous, avec notre action malveillante upload artifact, on va contrôler ce fichier JavaScript qui va être exécuté. On aura de l'exécution de code à distance. Donc ça, tous les trucs en fait comme ça, ça va être possible en fait en faisant des physio-demandes où du coup on va aller créer en fait dans le dossier .github un autre flux un autre flux de travail et, euh, et donc du coup quand s'il y a un flux de travail qui est déclenché automatiquement par exemple à chaque physio-demande, quand l'événement workflow run il va être déclenché, bah du coup ça va déclencher nous, le flux de travail malveillant qu'on aura écrit, et donc du coup là qui va aller téléverser un artefact malveillant, du coup avec le fichier JavaScript malveillant, et puis du coup dans tout le flux de travail, au moment où on va arriver sur le truc qui va télécharger l'artefact, que bah, nous on contrôle, du coup bah, il va exécuter le fichier JavaScript qu'on aura contrôlé, donc avec notre petite charge utile pour faire de l'exécution de code dedans. Donc si tout ce que je dis là, ça semble trop abstrait à l'oral, hein, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux articles sources, qui sont très instructifs, donc ils sont en anglais, par contre. Et après, du coup, dans cette deuxième partie d'exemple, ça va être du coup tous les cas où on va utiliser, on va pouvoir abuser de l'action checkout. Donc dans Cypress, par exemple, qui est un gros projet pour faire de l'automatisation de tests, on va avoir bah, toujours, comme dans beaucoup de cas, un flux de travail exécuté via pull request target. Donc on fait un action checkout v3, donc c'est-à-dire qu'on va se baser sur la référence qui va être spécifiée. Donc là, la référence en particulier, ça va être
pull request id_ref, donc le finalement le dernier commit qu'il y a dans la pull request, hein, qu'il y a dans la fusio demande. Et derrière, on va faire un npm install. Donc là, tout simplement, hein, il suffit que dans notre fusio demande, on modifie encore une fois package.json avec par exemple une dépendance malveillante ou enfin où il y a mille manières de faire et puis du coup quand le npm install il va être exécuté, bah hop, notre commande elle sera exécutée ou notre dépendance malveillante, ainsi de suite. Après encore un autre exemple avec encore une fois un dépôt de AutoGPT. Donc toujours pareil, sur l'événement pull request target, on a le même cas de figure que précédemment. Donc après l'action checkout v3 qui va pareil se baser sur la référence pull request head ref. Et donc et à un moment donné, après dans les dernières étapes du flux de travail, il y a un moment, il y a un pip install -r requirements.txt pour installer toutes les dépendances Python qui va être exécuté. Et donc pareil, il suffit dans sa fusio demande, dans la branche de notre fourche, d'aller modifier le fichier requirement.txt. Donc on pourrait très bien créer une dépendance malveillante ou ce genre de choses. Ou ouais, par exemple, c'est le moyen le plus simple, je pense. Après, sur un gros projet qui s'appelle Excalidro, donc là on retrouve un événement issue comment. Donc ça va être exécuté à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire sur les tickets. Il y a l'action checkout v2 qui va être appelée et qui va se baser en fait, qui va essayer de récupérer un identifiant de fusio demande parce que oui, dans GitHub en fait aussi les fusio demandes en fait sont considérés comme étant des tickets. Donc il y a une numérotation partagée entre les deux. C'est pour ça, des fois que vous voyez, qu'il y a, le ticket numéro 1 et il y a le ticket numéro 3 et vous avez jamais vu le ticket numéro 2 parce qu'en fait le ticket numéro 2 il est pas dans les tickets, il est dans les fusio demandes. Hem et donc là, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, il y a l'action checkout v2 qui est appelée, qui récupère l'identifiant de la fusio demande et puis après dans les dernières étapes qui utilise, qui fait plusieurs fois des commandes yarn. Donc yarn, c'est un équivalent de npm hein, pour installer des packages Node.js. Euh, et donc en fait, là, nous, c'est pareil. Il nous suffit de faire une fusio demande où on va dedans modifier ou créer le fichier yarn rc.yml où dedans on va mettre une tâche qui exécute une commande, etc. Et après, on va aller mettre un commentaire sur notre propre fusio demande. Ça va déclencher le flux d'action qui va du coup se baser sur le dernier commit de notre fusio demande. Et puis au moment où la commande yarn sera exécutée, elle va aller chercher notre fichier yarn.rc, le prendre en compte. Et puis du coup, on va pouvoir abuser des options de la commande yarn, etc. pour faire de l'exécution de code à distance. Donc tout ça, c'est assez intéressant hein, comme exemple, parce que c'est des trucs qui sont assez faciles à exploiter, qui sont très exposés, mais qui sont pas triviales, comme s'il y a directement un truc genre run sur le titre d'un ticket, où là ça paraît évident. Du coup, un dernier exemple de bascule dangereuse de Git Checkout, c'est sur un projet Apache, donc Apache Doris. Après, ils avaient trouvé les mêmes vulnes sur des projets FreeRDP ou même sur un dépôt Angular de l'organisation Angular, où on va avoir un flux de travail qui se déclenche avec pull request target, encore un action checkout v3. La référence, c'est encore une fois pull request each SHA. Euh, et derrière, en fait,
ça va exécuter un correctif sur un binaire, je crois, avec, avec une action qui s'appelle action SH checker. Et donc en fait, bah là, il suffit en fait, nous on va pouvoir contrôler en fait, on va aller du coup, le correctif qui est appliqué, bah, vu qu'on se base sur le dernier commit de notre physio demande, bah nous on va aller modifier finalement le fichier correctif. Et du coup, quand le correctif il va être appliqué, alors je crois que c'était sur un binaire, euh, et ben il va suffire de, je sais plus si c'est sur un binaire ou sur un script, mais bon, du coup en gros comme on contrôle le correctif, ben, on peut changer le binaire ou le script en un petit peu ce qu'on veut. Il suffit d'écrire ce qu'on a envie dans notre correctif. Et donc pareil, exécution de commande à distance. Donc en fait c'est assez intéressant parce que là dans tous les exemples qu'on a vus, on n'est pas trop sur du vol de secret ou quoi. On est quasiment que sur des exemples d'exécution de code à distance. Euh, voilà, j'en ai fini pour la partie 2 et on va passer à d'autres cas de vulnérabilité hors les guides check-out ou hors les évaluations. Et du coup, dans cette partie 3, on va voir les détournements de dépôt, on va voir les écritures dangereuses et on va voir les commandes de flux de travail. Donc pour commencer avec les détournements de dépôt. Du coup, évidemment, c'est repository hijacking en anglais. Sauf que en anglais aussi, on utilise aussi le mot, le mot valise, repojacking, du coup, qui est la contraction de le début du mot repository et la fin du mot hijacking, qui donne du coup repojacking. Donc, c'est ce qu'on appelle un mot valise hein, quand on prend le début d'un mot, la fin d'un autre mot et qu'on les colle ensemble. Euh, donc du coup en anglais repository jacking c'est détournement de dépôt et après eux ils ont fait un mot valise du coup repo jacking. Donc moi j'ai essayé de recréer un mot valise en français et donc du coup j'en propose deux, soit détourne-pot, soit déponnement. Donc voilà, si vous avez la possibilité de laisser un commentaire et dire quel est le mot valise en français que vous préférez. Moi je pense que je préfère détourne-pot. Ça sonne, ça sonne mieux. Après, c'est vrai que déponnement, on entend mieux la notion de détournement. Donc, à voir. Si vous êtes beaucoup à voter, j'en ferai part à l'Académie française pour que ça soit ajouté au dictionnaire. Donc, bref, on referme la parenthèse. Du coup, sur ces détournements de dépôt, euh, quand un flux de travail, il fait référence à une action, en fait, en fait, c'est quoi, voilà, un détournement de dépôt? Comment ça se passe? Bah, en fait, il suffit qu'on a un flux de travail, comme tous les exemples qu'on a vus précédemment, qui font référence à une action externe. Donc, il y a toutes les actions externes qui sont définies par GitHub, comme action checkout, action upload artifact, etc. Et puis, il y en a qui sont créées par des tiers. Hein, donc, vous pouvez créer les vôtres pour utiliser, par exemple, dans votre organisation, ou pour les proposer aux autres, etc. Donc, en fait, il y a un espèce de place de marché avec tout un tas d'actions préfaites qu'on peut déjà appliquer sur son dépôt. Et en fin de compte, à un moment donné, euh, bah, par exemple, si vous utilisez l'action norage slash linterfr, par exemple, je dis un truc qui n'existe pas, et qu'à un moment donné, en fait, bah moi, je supprime mon compte utilisateur ou que en fait, je le renomme, etc., etc. Et ben, ça veut dire qu'en fait, vous, dans votre flux de travail de GitHub Action, à un moment donné, vous allez appeler une action qui va être norage slash lintfr. Sauf que, en fait, par exemple, bah, moi, j'ai supprimé mon compte. Donc, en fait, l'espace de nommage, là, utilisateur, en l'occurrence Norage, bah, du coup, n'existe plus.
Donc, pour faire un détournement de dépôt, bah en fait, il va juste finalement falloir créer un nouveau compte GitHub pour récupérer l'espace de nommage Norage, du coup qui existait plus. Du coup, après créer un dépôt lintfr et le définir comme GitHub Action. Et du coup, bah, dans tous les tubes d'intégration continue, de déploiement continu qui font appel à cette action-là, et bah du coup, c'est vous qui allez contrôler le code qui sera exécuté dedans. Donc là, autant vous dire que vous faites absolument ce que vous voulez. Donc en fait, voilà, le détournement de dépôt, c'est un peu comme les vulnérabilités de prise de contrôle de sous-domaine en fait, où, où à un moment donné, on fait X ou Y action avec un sous-domaine qui n'existait plus, où on dépose des trucs sur un bucket S3 qui n'existe plus ou des choses comme ça, et puis où en fait suffit d'aller enregistrer le sous-domaine, le domaine en question, créer le sous-domaine, et puis après faire ce qu'on veut parce qu'on le contrôle derrière. Donc là, ça va être un petit peu la même chose, mais voilà, au lieu que ça soit pour un sous-domaine existant, bah, inexistant, bah là en fait c'est pour une action qui n'existe plus. Donc il suffit de voilà, donc du coup à exploiter, bah, c'est très simple, il suffit de réclamer l'organisation et de créer un dépôt avec le nom mentionné, et puis on a une exécution de code à distance gratuite. Donc après, il y a quand même des petites protections que GitHub a mis en place. En fait, pour se protéger des détournements de dépôts comme ça, GitHub ils utilisent un mécanisme de sécurité qui interdit l'enregistrement de dépôts euh, qui ont déjà existé par exemple, et qui ont été supprimés dans les une semaine précédentes, des dépôts qui avaient, par exemple, plus de 100 clones. Euh, donc, s'il y a un dépôt qui avait plus de 100 clones qui est utilisé comme GitHub Action, qui est supprimé, et que vous essayez du coup et que le compte est supprimé, et que vous essayez de recréer un compte et que vous essayez de recréer un dépôt derrière, en fait, GitHub, il va vous empêcher. Bon, après, là, vu que ça regarde sur une semaine, il suffit d'attendre une semaine. Mais au moins, c'est pour un petit peu laisser le temps aux gens de se retourner. Parce que très probablement que du coup, si l'action elle a été supprimée, bah du coup, en fait, ça va faire échouer les flux de travail de tous les gens qui utilisaient cette action-là. Et donc en leur laissant une semaine, bah, ça fait qu'ils vont avoir le temps de recevoir les notifications comme quoi leur flux de travail GitHub Action il échoue, etc. Et que du coup ils vont pouvoir le corriger, voir que le truc n'existe plus, le corriger, en utiliser un autre ou le supprimer ou peu importe. Ils auront le temps de corriger avant que vous puissiez en réenregistrer le truc malveillant pour le détourner. C'est à ça que sert principalement. Mais bon, après, si vous n'êtes pas très actif et que vous vous connectez une fois 2 mois, tous les 2 mois à GitHub pour voir les notifications, etc. Bon bah là, enfin, ça fera longtemps que votre truc il sera compromis, quoi. Et donc ce détournement de dépôt, c'est déjà arrivé sur un, un dépôt Azure. Donc Azure c'est Microsoft et GitHub c'est Microsoft. Donc c'est Microsoft qui s'est fait avoir lui-même. Après la deuxième catégorie du coup dans cette troisième partie, c'est les écritures dangereuses. Donc par exemple, il va y avoir tout un tas de variables d'environnement en fait qui sont créées directement, euh, enfin directement pardon, par défaut par GitHub Action. Et faut savoir que les variables d'environnement, elles vont être partagées entre différentes étapes. Donc si on définit une variable d'environnement dans une étape, en fait, bah, la variable d'environnement, elle serait accessible dans d'autres étapes qui suivent.
Donc il y a plusieurs cas de figure où on va pouvoir avoir de l'exécution de commandes à distance si on peut contrôler une variable d'environnement. Parce que si à un moment donné, il y a une étape où on peut contrôler une variable d'environnement et en définir arbitrairement, bah, par exemple, on va pouvoir définir des variables d'environnement comme LD preload ou node option si on est dans un environnement Node.js, et puis du coup avoir un petit peu des exécutions de code gratuites. Bon, LD preload, je vous explique pas, hein, c'est archi connu en CTF, en challenge, etc., en défi. Donc avec les bibliothèques .so en C qui vont être chargées, etc. Et Node option, bah, en fait, ça va permettre qu'à chaque fois qu'en fait il va y avoir un script Node.js qui va être exécuté, passer des options en fait au binaire Node.js. Et donc pour lui passer des options supplémentaires. Et donc par exemple on fait Node option égale, ouvrez les guillemets, expérimente euh, hop là. Dans mon texte, j'ai un petit mot en trop qui s'est glissé. Euh, experiment, expérimental loader, data de point .txt, JavaScript, virgule, console log, injection, avec notre charge utile. Et donc en fait, on lui dit bah au mode Node.js passe en mode expérimental et tiens, exécute telle commande en gros dans le mode expérimental. Donc là, en gros, on a une exécution de code gratuite quoi. Après, du coup, il donne un exemple un peu plus sophistiqué de ce cas de figure-là, où on peut contrôler une variable d'environnement de manière beaucoup plus indirecte dans un dépôt Swagger Editor, et comment ils ont pu abuser ça, etc. Et après, ils expliquent aussi qu'en fait, du coup, GitHub, pour se protéger, ils ont mis la variable d'environnement node option sur liste noire en fait dans les versions récentes de GitHub Runner. Donc du coup, même si vous contrôlez les variables d'environnement et que vous voulez définir Node option, bah, en fait, ça sera pas pris en compte parce que parce que Node option est sur liste noire. Mais par contre, en fait, LD preload n'est pas sur liste noire. Donc, donc, en fait, vous allez toujours pouvoir faire de l'exécution de code via ce biais-là. Donc par contre, c'est un petit peu plus contraignant, puisque il faudra télécharger votre .so depuis une source externe, etc. Et enfin, dernière catégorie, les commandes de flux de travail. Donc là, c'est pas les commandes qu'on va exécuter dans les tâches, qui sont les différentes étapes de l'action. Ça va être en fait des espèces de commandes globales qui vont s'exécuter directement en fait sur la machine du GitHub Runner, en fait qui exécute le code. Ça permettait en fait à l'époque de définir aussi des variables d'environnement via ce biais-là, mais en fait d'aller triturer des fichiers de journalisation, d'activer tout un tas de trucs un peu plus bas de niveau et etc. Euh, et donc en fait ça prenait la forme de commandes en fait qui commençaient par deux points, deux points. Et après il y a différentes commandes qui étaient disponibles. Donc dans celles qui intéressent les attaquants et on va retrouver set env et set output. Donc bon, set env c'est intéressant philosophiquement hein, parce que en fait c'est plus disponible depuis 2020. Donc, donc on va pas on peut plus trop exploiter ça, mais du coup avant 2020, c'était facile de faire de l'injection parce que du coup en fait il y avait la variable setenv, donc on pouvait définir gratuitement une variable d'environnement. Donc si on maîtrisait une variable ou un truc qui était injecté dans setenv, parce que par exemple dans une tâche, je sais pas quoi, ils mettaient le titre d'un ticket dans une variable d'environnement pour pouvoir l'utiliser dans une autre étape. À l'autre étape, du coup, ils font un setenv, je sais pas quoi, avec avec cette
en récupérant cette variable-là ou via autre chose, hein, même pas forcément via une variable d'environnement, enfin peu importe, et que c'est contrôlé directement par l'attaquant, bah du coup vous pouvez définir toutes les variables d'environnement que vous voulez. Donc pareil que tout à l'heure, avec node option ou LD preload, on peut faire de l'exécution de code. Et du coup, donc ça, depuis en fait, depuis 2020, du coup, la commande 7 ans, on va les désactiver. Euh, mais en fait, elle est toujours utilisable pour les développeurs qui auraient activé l'option Action Allo and Secure Commands. Et du coup, là, la commande 7 ans, du coup, devient disponible. Mais bon, même après 2020, du coup, il y a toujours une autre commande qui peut être intéressante, c'est set output. Donc en gros, faut voir ça comme une espèce de variable interne un petit peu où on va pouvoir venir stocker un truc dedans et à un moment donné, après, du coup, y accéder pour faire autre chose. Et donc du coup, ça permettait, j'imagine, à l'époque, de faire des échanges de sorties de commandes ou de trucs comme ça entre plusieurs flux de travail. Mais j'imagine que maintenant, en fait, ils privilégient plutôt d'utiliser les artefacts. Donc du coup, il donne un exemple de ça dans un dépôt Firebase. Donc là, on va pouvoir voir l'exemple là, qui est intéressant. Euh, donc en gros, à un moment donné, ils font un truc qui se base sur un truc qui est contrôlé par un fichier qui est contrôlé par l'utilisateur qui s'appelle pr number.txt. Et donc pour vérifier en fait qui était vulnérable, donc en fait après qu'ils ont corrigé, etc. Et après en fait dans la version corrigée, ils avaient du coup rajouté enfin changé un petit peu la structure du flux de travail et ils avaient rajouté des conditions pour vérifier que le fichier prnumber.txt il contient bien un nombre, donc avec une vérification, avec une regex et tout, qui peut pas être contourné et tout, pour vérifier qu'on n'a pas injecté autre chose qu'un chiffre dans prnumber. Et donc, bon, ça en soi, du coup, on pouvait plus, voilà, écrire arbitrairement ce qu'on voulait dans prNumber.txt. Mais après, par la suite, du coup, bah, ils vont récupérer, si vous voulez, du coup, la version de prNumber à laquelle ils font confiance parce qu'il y a eu la vérification que c'était bien un nombre qui était dedans avant. La valeur, du coup, ils vont la stocker justement dans un GitHub output. Donc justement avec la commande echo entre guillemets deux points set output name égale pair donc pour créer une espèce de variable en fait qui s'appelle pair number où dedans ils vont stocker euh, la variable locale pair number qui avait été sourcée à partir de la commande cat pair number.txt. Donc en gros le contenu du fichier hop ça va être mis dans une variable un peu une variable globale en fait accessible depuis n'importe où. Et puis en fait, plus tard, dans une autre étape plus tard, du coup, en fait, ils vont faire une évaluation de modèle sur le contexte steps.unzip.outputs.pairNumber. Donc en fait, parce que justement, il y a une étape du code qui s'appelait unzip. Donc en fait, euh, dans le résultat de l'étape unzip, c'est là qu'il stockait du coup un GitHub output, du coup qui est une espèce de variable globale per number. Donc très bien, hein, et donc là, à ce moment-là, comme c'est évalué, si on contrôle en fait, si on remonte toute la chaîne et qu'on contrôle ce qu'il y a dans le fichier pr number.txt, bah du coup on a de l'exécution de commande. Sauf que là, on avait vu que justement il y avait la vérification de vérifier que ça contient bien un nombre. Donc en soi, là, comme ça, à première vue, on se dit que bah, finalement, avec le contrôle qu'ils ont mis en place, on est foutu et on peut pas exécuter de code. Sauf qu'en fait, du coup, dans l'étape unzip, bah, justement, ils appellent la commande unzip
Et la commande unzip, du coup, par défaut, elle va afficher le nom du fichier qui vont être unzippés de l'archive du zip directement dans stdout. Et donc du coup, ça va être évalué finalement. Et en fait, du coup, bon, dans un autre bout d'un autre flux de travail qui est vulnérable, finalement, en fait, on peut contrôler le zip en question. En fait, c'est les artefacts. Donc en gros, le fichier qui sont dans le zip, en fait, on peut les contrôler. Euh, et du coup, en fait, on va pouvoir créer un fichier malveillant, du coup, qui va être dans le zip artefact, machin, etc., qui lui-même va être unzippé. Au moment où il va être unzippé, bah, du coup, ça va afficher les noms de fichiers, sauf que nous, on aura mis un nom de fichier malveillant. Et donc, du coup, ça va permettre d'exécuter euh, notre commande. Alors, peut-être qu'on est dans un contexte pas privilégié ou quoi. Dans notre exécution de commande, en fait, on va faire en sorte de réécrire par-dessus la variable globale output qui s'appelait pairNumber et où dedans, là, on va mettre du code JavaScript. Et du coup, euh, bah, quand après, il va y avoir l'évaluation de step.zip.output.pairNumber, et bah là, en fait, ça va être notre code JavaScript qui va s'exécuter. Et donc, en fait, pour ça, bah, il faut qu'on crée dans notre archive zip un fichier, par exemple, qui s'appelle, bon, n'importe quoi qu'on a envie. Et puis après, en fait, dièse, euh, ouvrez les crochets, set output pairNumber, blablabla. Donc pour stocker des trucs dans la variable globale pairNumber. Et après justement bah, le contenu qu'on va stocker dedans, ça va être notre commande de JavaScript. Du coup on va fermer un contexte JavaScript, exécuter une commande JavaScript et rouvrir un contexte JavaScript. Donc là le mot-clé euh, end guillemets, fermer les crochets, fermer la parenthèse, point virgule, et puis là on va venir mettre notre console.log pawn point virgule, console.log, rouvrir une parenthèse, rouvrir un crochet, etc., etc. Pour pas que le truc il tombe en erreur. Et puis bah du coup en fait ce qui va faire que la variable globale pairNumber du coup elle va valoir euh, bah, finalement la charge utile JavaScript que nous on va contrôler et du coup qui sera exécutée plus tard. Donc en fait voilà on voit que si on peut contrôler si on peut contrôler comme ça un truc qui est défini directement dans cet output, ou là, à l'inverse, on ne contrôle pas directement ce qu'il y a dans cet output, mais là, on contrôlait finalement un fichier qui, lui, allait être utilisé et exécuté, mais dans un contexte pas privilégié, qui nous aurait par exemple pas permis de voler les secrets. Et ben là, on va pouvoir du coup s'en servir pour nous-mêmes en fait appeler cette commande bas niveau set output pour contourner un mécanisme de sécurité, etc. Et là, avoir une exécution de code, mais dans un contexte plus privilégié, pour par exemple aller les voler les secrets, puis pouvoir après par exemple pousser du code malveillant pour pouvoir, je sais pas moi, mettre une porte dérobée dans une dépendance et faire une attaque par canal auxiliaire sur les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et donc faire un truc un peu très très complexe comme ça avec plein d'étapes pour faire un truc un petit peu alambiqué mais très difficile à détecter. Parce qu'il y aura, parce qu'évidemment quand vous réussissez, si vous réussissez à détourner un GitHub Action, etc., pour après récupérer un jeton en écriture et pouvoir pousser du code, etc., bah du coup, ça sera moins visible que, je sais pas moi, si vous avez attendez qu'il y ait une fuite de la base Facebook, de récupérer les adresses de courriel et les mots de passe, et puis et faire une attaque par force brute sur, sur GitHub.
pour essayer de s'authentifier avec des comptes fuités comme ça, etc. Évidemment, vous allez déclencher plein d'alertes. Les gens, ils vont peut-être voir que vous avez essayé de voler leur compte, etc., quoi. Alors que là, ben, les gens, si vous réussissez à faire ça, ils vont recevoir aucune notification de quoi que ce soit, quoi. Donc ça peut permettre de détourner des dépôts GitHub comme ça, de manière assez discrète. Donc après, même de manière beaucoup plus bête. Euh, il y en a qui pourraient être tentés, par exemple, d'exécuter un, un mineur de crypto-monnaie directement dans la, dans GitHub Action. Donc là, ça peut rien avoir avec les articles dont je vous parle en ce moment. Mais du coup, j'avais lu il y a longtemps, en fait, une étude, je crois que c'était de peut-être de Sonar ou, ou une entreprise comme ça, en fait, qui avait fait un peu une étude. Et puis, justement, ils avaient trouvé des dépôts qui avaient été avec des actions comme ça qui avaient été verrouillées, où il y avait des mineurs de crypto-monnaies qui tournaient dans GitHub Action. Et en fait, du coup, ils avaient essayé un petit peu de calculer. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas du tout optimisé parce qu'en fait, du coup, dans les GitHub Actions, bah, il y a pas de carte graphique, donc c'est 100% en CPU. Mais en fait, c'est 100% en CPU, mais c'est exécuté dans des environnements virtualisés, donc dans des pods Kubernetes probablement ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a une grosse surcouche de coûts, etc. Donc, ils s'étaient amusés à calculer en fait combien ça pouvait coûter à- en exécution. Et en fait, alors je sais plus si c'était en termes de, de prix de l'électricité pour GitHub ou si c'était en termes de prix qui est facturé GitHub Action aux entreprises. Parce qu'en fait, quand on a un compte gratuit et que les dépôts sont publics, je crois qu'on a 2000 minutes d'exécution de flux de travail qui est offert tous les mois, etc. En fait, si on a des dépôts privés sur des comptes payants ou des trucs comme ça, en fait, bah, du coup, le temps, il est payant. Ou si on veut aller au-delà des 2000 minutes, etc. Et donc, si c'était basé sur le coût qui est facturé par GitHub, et du coup, en fait, ils avaient calculé que pour générer 1 euro de je ne sais plus quelle crypto-monnaie, en fait, ça aurait coûté 200 000 euros de temps de, d'exécution, du coup, soit à l'entreprise si c'est basé en fonction du tarif qui est facturé par GitHub, soit 2000 euros, enfin 200 000 euros d'électricité à GitHub si c'était basé en fonction du coût CPU pour tourner. On voyait que c'était totalement, complètement disproportionné, quoi. Mais et que enfin, du coup, c'était pas du tout efficace. Ils ont pas dû voler des millions d'euros comme ça parce que les milliers et les milliers de jours cumulés d'instances CPU, enfin CPU, tout ça pour miner 1 euro, ça devait pas être, ça devait pas être très rentable. Mais à la fin de la fin, bah ils s'en fichent parce que c'est pas eux qui payent la facture. Donc même si ça coûtait 200 000 euros pour venir 1 euro, lui le cybercriminel, c'est pas lui que ça impacte, donc il s'en fiche. Du coup que ça peut coûter. Voilà, donc j'en finis avec cette petite anecdote qui sortait un petit peu. Euh, mais en tout cas, voilà, si vous devez faire des audits de code et que vous voyez que dans ce que votre client il vous a livré, que il y a un dossier .github avec des flux de travail dedans, etc. Bah, vous pourrez, en plus d'auditer le code, vous pourrez aussi éditer ces flux de travail-là pour voir s'ils peuvent pas être détournés, etc. Euh, Après, ceux qui sont intéressés pour faire de la recherche de vulnérabilité sur des projets open source, etc., bah pareil, hein, vous allez pouvoir étudier un petit peu, bah, essayer de regarder finalement les flux de travail GitHub Action qu'il y a sur tous les projets GitHub, hein, pour voir si on peut pas faire de l'exécution de code, hein, parce que c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on pourrait en fait aller pousser
du code sur des projets très importants, etc. Donc là, vous voyez tous les projets qui ont été cités dans la deuxième partie en exemple. On a des projets Apache, on a des projets AutoGPT, des projets Microsoft, des gros projets Java, des très très gros projets JavaScript, etc. Enfin là, tous les projets qui ont été cités, à chaque fois, c'est des trucs qui ont 10 000, 40 000 étoiles, même parfois des projets à 200 000 étoiles, etc., qui sont vulnérables. Donc si vous arrivez à pousser du code là-dessus malveillant, ben, ça peut avoir des très 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 grosses répercussions. Et d'ailleurs, je sais pas, ça aurait été intéressant de voir même dans le futur, en fait, par exemple, si sur les programmes de Primo Bug, sur HackerOne ou sur Bugcrowd ou sur Yasuyak ou sur Yogosha ou sur Integrity, etc., s'ils acceptent ce genre de remontée-là. Parce que imaginons, bon, vous n'avez pas trouvé de, de vulnérabilité sur le site web en question, etc., mais que vous voyez en fait que tel ou tel composant qu'ils utilisent sur leur site web, bah, euh, il est sur GitHub, etc., et que leur dépôt, bah, en fait, il y a une vulnérabilité dans le GitHub Action qui permet de d'écrire du code dans leur dépôt. Vous pourrez dire, bah voilà, on fait un scénario, on va aller écrire, écrire si ça, on va compromettre le dépôt source, etc. Et donc après, quand ça va être déployé dans vos environnements, euh, et ben, ça va être déployé avec la porte dérobée, etc., etc. Donc même si j'ai pas trouvé de vulnérabilité directement dans votre application, en fait, bah, j'ai trouvé une vulnérabilité dans la chaîne d'approvisionnement par canal auxiliaire pour compromettre directement votre chaîne de déploiement, etc. Et donc je pense hein, qu'il doit y avoir tout un tas de programmes de primo bug où ça peut être remonté de manière valide. Et du coup, ça vous donne une piste, une corde de plus à votre arc de moyens détournés de réussir à compromettre une ressource qui peut être assez intéressant d'avoir en tête. Donc pas forcément pour aller faire de la recherche comme ça directement sur GitHub Action, mais un jour où vous allez rencontrer ça pour un audit ou pour un truc, où vous cherchez à cibler une cible en particulière, là vous allez dire ah, j'ai tout essayé, j'ai rien trouvé, tiens, si je regardais le GitHub Action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute de ce très long épisode et pour creuser ça un peu plus en profondeur, je vous invite très très vivement à aller voir les notes du balado qui sont en description sur la plateforme où vous êtes. Euh, je vous invite aussi sur les plateformes où vous pouvez voter pour les podcasts à laisser 5 étoiles. Et puis si vous voulez, aller remercier du coup Legit Security et Synactive pour toute la recherche et développement qu'ils ont fait sur ce sujet-là et pour, les remercier d'avoir partagé ça avec la communauté. C'est toujours appréciable les entreprises qui donnent du temps de R&D à leurs salariés et qui permettent de partager ça publiquement après. Merci à tous, bonne fin de journée. Ciao.